Président, je tiens d'abord à saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire et je demanderai au parti de se présenter en commençant par l'accusation, je vous prie. L'accusation. Bonjour, Monsieur le Président. John O'Connor est à ma droite. Anne Sutherland, Monsieur Hicker, Nicholas Hidger et Ruth Carper pour l'accusation. Le Président, merci. La défense. La défense, bonjour, Monsieur le Président. John Ostojic, Danilo Cirkovic et Branko Lukic pour la défense. Le Président, merci. Dr Stakic, je vous demanderai à présent si vous êtes en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez. Monsieur Stakic, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Je suis effectivement les débats dans une langue que je comprends. Le Président, merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Stakic, merci, Monsieur le Président. Le Président, avant de commencer la présentation orale de ce jugement, je tiens, au nom des juges composant cette Chambre et au nom de toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide depuis le début de la présente affaire, je tiens donc à dire notre gratitude à l'égard de ces personnes. En l'absence de l'aide fournie par les traducteurs, les interprètes, les secrétaires et, en un mot, tous les acteurs qui interviennent en coulisses et qui sont toujours prêts à nous apporter leur aide très utile, nous ne serions pas parvenus au stade où nous en sommes aujourd'hui, notamment compte tenu du volume particulièrement important de documents, de comptes rendus d'audience, de cassettes audio et vidéo qui nous ont permis de faire notre travail dans la gestion de la présente affaire. Je tiens notamment à remercier les assistants d'audience, Ruth Carper pour l'accusation, Danilo Cirkovic pour la défense, ainsi que tous ceux qui ont servi de coordinateurs avec le greffe, et notamment Charlotte Dahuron, qui était à l'époque chargée de cette tâche au tribunal. Nous remercions chaleureusement l'équipe de juristes hors classe également, qui, au cours de derniers mois en particulier, ont eu un travail très dur pour préparer le jugement dans les délais. Je veux parler de M. Courtney, de Philippe Dios et de Coralie Kimson, ainsi que de toutes les personnes qui ont travaillé avec eux. Et j'en arrive maintenant au résumé du jugement de la Chambre de première instance dans l'affaire Le procureur contre Milomir Stakic. Je souligne que ce résumé ne fait pas partie intégrante du jugement final qui sera présenté immédiatement après la présente audience. Les conclusions qui font foi de la part de la Chambre de première instance dans la présente affaire sont à rechercher dans la version écrite du jugement définitif. La Chambre de première instance tient à souligner que ce procès n'est pas celui des Serbes en tant que peuple, ni celui d'un individu jugé en raison de son origine ethnique, mais qu'il s'agit bien d'une affaire dans laquelle les juges ont dû, à partir des accusations retenues dans le 4e acte d'accusation modifié, déterminer si Milomir Stakic était individuellement, pénalement responsable des crimes qui lui étaient reprochés. Ce jugement, d'autant qu'il est rendu en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ne devrait en aucun cas être pris pour ce qu'il n'est pas, à savoir une décision sanctionnant l'un des belligérants ou des groupes ethniques en cause à l'époque des faits. La Chambre de première instance n'ignore pas que des crimes d'une gravité similaire ont été commis dans la municipalité de Prijedor et ailleurs par des membres des 3 principaux groupes ethniques et que des membres des 3 groupes en ont été les victimes. Soucieux de faire respecter le principe d'égalité devant la loi, ce tribunal et les juridictions nationales
continueront donc à poursuivre et à juger également les auteurs de ces crimes. Un jugement ne saurait fournir un prétexte pour rouvrir d'anciennes blessures. Il a pour but de présenter des faits établis avec certitude et de contribuer par conséquent à la réconciliation et au rétablissement de la paix entre les peuples. Le procès de l'accusé, jugé sur la base des allégations exposées dans l'acte d'accusation, s'est ouvert le 16 avril 2002 et a pris fin le 15 avril 2003, au terme de 150 jours d'audience. Milomir Stakic avait à répondre de génocide ou subsidiairement de complicité dans le génocide, de meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que des crimes contre l'humanité suivants: assassinat, extermination, persécution, expulsion et autres actes inhumains tels le transfert forcé, et ce, dans le cadre des événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Prijedor du 30 avril au 30 septembre 1992. Je commencerai par vous dire ce qui suit. Bien qu'il ait été établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les musulmans de la municipalité de Prijedor ont été les victimes en 1992 d'atrocités systématiques, et sans rien enlever à la gravité de ces crimes, la Chambre de première instance n'a pas été convaincue qu'il s'agissait en l'espèce d'un génocide, mais plutôt de crimes graves constitutifs de persécution, d'extermination et d'expulsion. La Chambre de première instance a entendu 37 témoins à charge et a admis 19 déclarations de témoins en application de l'article 92 bis du règlement. L'accusation a cité à comparaître 3 témoins experts. En application de l'article 98 du règlement, la Chambre a cité 6 témoins à comparaître et a ordonné à l'accusation de désigner un expert graphologue et un expert en écrit et faux. La Chambre de première instance a entendu 38 témoins à décharge et a admis 7 déclarations de témoins en application de l'article 92 bis, ainsi qu'un rapport d'expert en application de l'article 94 bis. La défense a pour sa part cité à comparaître 2 témoins experts et a versé au dossier, en application de l'article 94 bis, un rapport d'expert portant sur des questions touchant au système politique. Au total, 1448 pièces à conviction ont été admises au dossier, 796 pour le compte de l'accusation, enregistrée sous la cote S, 594 pour la défense, portant la cote D, et 58 en tant que pièces à conviction de la Chambre, portant la cote J. Les audiences qui se sont déroulées sur une période de 150 jours ont été co-signées au compte-rendu d'audience totalisant 15 337 pages. Quelles ont été les constatations faites par la Chambre de première instance? Celle-ci exposera ces constatations de manière relativement brève, d'autant que la situation générale régnante à Prijedor, et plus particulièrement dans les camps d'Omarska, de Karaterm et de Tonopolié, a déjà été amplement décrite dans des jugements précédents rendus par ce tribunal. La Chambre va maintenant présenter un aperçu de l'étendue de l'ensemble des crimes commis pendant la période en cause, c'est-à-dire du 30 avril 1992 au 30 septembre 1992. Le 7 janvier 1992, les membres serbes de l'Assemblée municipale de Prijedor et les présidents des sections locales du SDS, de la municipalité, ont proclamé la création d'une assemblée parallèle des Serbes de la municipalité de Prijedor. Le docteur Milomir Stakic, docteur en médecine, en a été élu président. 10 jours plus tard, dans une décision signée par le Dr Stakic, l'Assemblée a approuvé, je cite, l'intégration des territoires serbes de la municipalité de Prijedor dans la région autonome de Bosanska Krajina,
Fin de citation. À la fin du mois d'avril 1992, plusieurs postes de police secrètement administrés par les Serbes avaient été établis dans la municipalité et plus de 1500 hommes armés étaient prêts à prendre le contrôle de la municipalité. Dans la nuit du 29 au 30 avril 1992, le SDS a pris de force le pouvoir dans la municipalité. Les autorités centrales légitimes ont été remplacées par des membres ou des fidèles du SDS. La première initiative du Dr Stakic a consisté à évincer Mohamed Chehaïch, le président régulièrement élu de l'Assemblée municipale. La prise de pouvoir dans la municipalité de Prijedor procédait d'un coup de force, planifié et coordonné depuis des mois, et dont l'objectif ultime était la création d'une municipalité entièrement serbe. Ces projets n'ont jamais été tenus secrets et ils ont été exécutés grâce aux actions coordonnées de la police, des militaires et des dirigeants politiques. Milomir Stakic, qui jouait à cette époque un rôle de premier plan dans la vie politique de la municipalité, en fut l'un des acteurs principaux. Peu après la prise du pouvoir, le Conseil municipal pour la défense du peuple, ou Conseil municipal pour la défense nationale, a commencé à se réunir dans sa nouvelle composition sous la présidence de Milomir Stakic, qui siégeait en sa qualité de président de l'Assemblée municipale formée après le coup de force. Le 20 mai 1992, l'Assemblée municipale a été remplacée par la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, devenue plus tard la présidence de guerre, dont la composition était quasiment identique à celle du Conseil pour la défense nationale et dont Milomir Stakic était également président. La cellule de crise s'est réunie à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi la prise du pouvoir et a adopté plusieurs décisions, ordres et arrêtés. La vie des habitants de Prijedor a connu de nombreux bouleversements après la prise de contrôle de la municipalité. La présence des militaires dans la ville s'est renforcée et une campagne de propagande a été menée contre les non-serbes. Conformément à une décision de la cellule de crise, des attaques militaires ont été lancées contre la population civile non serbe dans toute la municipalité. La terreur ambiante ainsi créée à Prijedor a atteint son paroxysme lorsque les membres de la cellule de crise de Prijedor ont décidé d'établir les camps d'Omarska, de Keraterme et de Tonopolje. La Chambre de première instance a constaté que des meurtres avaient été fréquemment commis dans ces camps. Il ne subsiste aucun doute raisonnable quant au fait que plusieurs massacres ont été perpétrés, notamment dans la pièce 3 du camp de Keraterme, le 24 juillet 1992, ou vers cette date. À la fin du mois de juillet 1992, plus d'une centaine de personnes ont été tuées au camp d'Omarska, et le 5 août 1992, quelques 120 personnes ont été emmenées du camp d'Omarska en autocar et ont été tuées. Le 21 août 1992, quelques 200 personnes expulsées, ayant pris place dans un convoi escorté par le groupe d'intervention de Prijedor, ont été tuées sur le mont Vlasic par des membres de cette unité. Je dis maintenant, entre parenthèses, que j'interromps quelques instants ma lecture de ce résumé du jugement pour la raison suivante. Je dois rappeler, nous devons rappeler
que ce massacre perpétré sur le mont Vlasic est précisément celui au sujet duquel Darko Mrđija, un autre accusé de ce tribunal, a plaidé coupable le 24 juillet 2003 en admettant être l'auteur direct d'un assassinat qualifié de violation des lois ou coutumes de la guerre et d'actes inhumains perpétrés en violation des lois ou coutumes de la guerre. Fin de la parenthèse, et je reprends donc ma lecture du résumé du jugement qui sera prononcé à l'encontre du docteur Stakic. Il convient de souligner que de très nombreuses personnes ont été tuées au cours des attaques menées par l'armée serbe de Bosnie contre des villages dont la population était majoritairement musulmane et des villes majoritairement musulmanes également, sur tout le territoire de la municipalité de Prijedor, notamment à Kozarac, Hambarine, Bišćani, Ljubija, pour n'en nommer que quelques-uns, et que plusieurs massacres de musulmans ont eu lieu par ailleurs. La Chambre de première instance a constaté que plus de 1500 meurtres ont eu lieu et a pu désigner nommément 486 victimes. Des viols et des violences sexuelles ont été commis dans les camps et des milliers de détenus se sont vus infliger des traitements inhumains et dégradants, incluant régulièrement des sévices et des tortures. Les détenus vivaient dans des conditions sanitaires déplorables et recevaient juste assez de nourriture pour survivre. Des musulmans de Bosnie qui avaient vécu toute leur vie dans la municipalité de Prijedor ont été chassés de leurs maisons et expulsés en grand nombre, souvent dans des convois organisés et encadrés par les autorités serbes de Prijedor. La Chambre de première instance a entendu de nombreux témoins qui, contraints de quitter la municipalité de Prijedor en 1992, se sont pour la plupart rendus à Travnik ou en Croatie afin de fuir les territoires sous contrôle serbe. L'exode de la population, essentiellement non serbe de Prijedor, a commencé dès 1991, mais s'est accru considérablement au moment de la préparation de la prise de pouvoir pour atteindre son point culminant dans les mois qui ont suivi le coup de force. Plus de 20 000 personnes. Et c'est un chiffre calculé ad minima. Donc plus de 20 000 personnes ont été victimes de cette campagne d'expulsion. La plupart ont embarqué à bord de l'un des convois d'autocars ou des camions qui quittaient quotidiennement le territoire. Les maisons appartenant aux non-serbes ont été marquées en prévision d'une destruction. Et nombre d'entre elles ont effectivement été détruites, tout comme des mosquées et des églises catholiques. La Chambre de première instance ne tient pas à traiter les victimes comme de simples statistiques. Il s'agit d'êtres humains, d'hommes et de femmes, venus d'horizons différents, avec un passé et une personnalité propre. Et étant donné qu'il est impossible de retracer l'histoire de chacun, la Chambre a choisi de s'intéresser en particulier à 3 de ces personnes pour mettre en évidence les questions essentielles dans la présente affaire. Elle va donc revenir sur le sort de Mohamed Čehajić, du témoin X et de Nemin Karagić. À la question centrale posée dans la présente affaire, à savoir déterminer s'il convient de tenir Milomir Stakic comme responsable des crimes qui ont été constatés, la Chambre répond par l'affirmative. La Chambre de première instance estime que la forme de responsabilité pénale, qualifiée de responsabilité du co-auteur,
est sanctionné par l'article 7.1 du statut comme une forme de commission de l'acte est celle qui qualifie le mieux la participation de Milomir Stakic au crime commis dans la municipalité de Prijedor en 1992. La Chambre de première instance n'a pas jugé nécessaire de recourir à la notion juridique d'entreprise criminelle commune pour établir la participation en tant que co-auteur, pour laquelle il est essentiel de prouver l'existence d'un accord ou celle d'un consentement tacite en vue de réaliser un but commun pour une action conjointe et coordonnée, ainsi que par un contrôle exercé conjointement sur le comportement criminel. Le co-auteur doit avoir agi en ayant conscience du fait que des actes criminels résulteraient très vraisemblablement de sa conduite, et il doit avoir su que son rôle était essentiel pour la réalisation du but commun. Dans la présente affaire, la Chambre de première instance s'est convaincue du fait que de janvier 1991 à septembre 1992, le docteur Milomir Stakic a occupé les fonctions dirigeantes énumérées ci-après et qu'il était un dirigeant politique de premier plan dans la municipalité de Prijedor en 1992. À partir du 4 janvier 1991, après son élection à ce poste, il a occupé les fonctions de vice-président de l'Assemblée municipale de la ville, sous l'autorité de Mohamed Chehaïch, qui en était alors le président régulièrement élu. Le 11 septembre 1991, le SDS a créé une section municipale à Prijedor, dont le docteur Stakic a tenu la vice-présidence. À partir du 7 janvier 1992, il a été élu président de l'Assemblée autoproclamée des Serbes de la municipalité de Prijedor. Après la prise de pouvoir du 30 avril 1992, le docteur Stakic est devenu le plus haut dirigeant de la municipalité en sa qualité de président de l'Assemblée municipale après l'éviction de Mohamed Chehaïch. Il a simultanément occupé les fonctions de président du Conseil municipal pour la défense nationale à Prijedor. À partir du mois de mai 1992, il a présidé la cellule de crise de la municipalité de Prijedor, rebaptisée par la suite présidence de guerre. Du 24 juillet 1992 à la fin de la période couverte par l'acte d'accusation dans la présente affaire, il a repris ses fonctions de président de l'Assemblée municipale de Prijedor. Le docteur Stakic a été aidé, entre autres, par les autorités de l'Assemblée autoproclamée des Serbes de la municipalité de Prijedor, le SDS, la cellule de crise de Prijedor, la défense territoriale, la police et l'armée. Il a agi plus particulièrement de concert avec le chef de la police, Simo Drljača, de hauts responsables militaires tels que le colonel Vladimir Arsic et le commandant Zeljaja, le président du comité exécutif de l'Assemblée municipale de Prijedor, le docteur Milan Kovačević, et le chef de l'état-major de la défense territoriale, également commandant du camp de Tonopolje, Slobodan Kuruzović. Avec la création le 7 janvier 1992 de l'Assemblée serbe autoproclamée, la poursuite de l'objectif commun consistant à établir une municipalité serbe a pris un tour concret. L'objectif commun ainsi poursuivi au niveau de Prijedor fait parfaitement écho au premier des 6 objectifs stratégiques des dirigeants serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine, définis par Radovan Karadzic, à savoir la séparation des Serbes, je cite, des 2 autres communautés nationales. Fin de citation. Au moment où Karadzic a défini ses objectifs,
Il est intéressant de constater que les préparatifs étaient déjà en cours dans la municipalité de Prijedor pour atteindre le premier d'entre eux. Le 29 avril 1992, lors d'une réunion convoquée par Milomir Stakic, ceux qui souhaitaient prendre part à ce projet, et notamment la police et les Serbes qui détenaient des armes, se sont finalement entendus pour prendre le pouvoir dans la municipalité de Prijedor cette nuit-là. Cette initiative a ensuite donné lieu à une série d'arrangements nécessaires entre ces hommes pour réaliser le but commun. Il n'était nul besoin d'un accord officiel et tous les participants étaient conscients des conséquences qui résulteraient de leur décision de s'emparer du pouvoir. La prise de pouvoir le 30 avril 1992 a été l'aboutissement de plusieurs mois de planification par le SDS qui, à cette époque, collaborait déjà avec la police pour gonfler les effectifs dans la municipalité en prévision du coup de force. Après la prise du pouvoir, le Dr Stakic et d'autres dirigeants du SDS se sont emparés des postes clés dans la municipalité et ont évincé les responsables politiques musulmans et croates régulièrement élus. D'autres membres influents du SDS ont été placés à des postes stratégiques dans la municipalité. C'est ainsi que Simo Doljacha est devenu chef de la police. Après la prise du pouvoir, les dirigeants serbes ont cherché à proclamer l'état de préparation à la guerre dans la municipalité de Prijedor. La cellule de crise de la ville a commencé par imposer des restrictions à tous les habitants non serbes de la municipalité. L'instauration de conditions de vie très contraignantes pour les habitants non serbes de la municipalité de Prijedor allait de pair avec l'objectif des co-auteurs visant à asseoir le pouvoir serbe dans la municipalité en obligeant les non-serbes à s'enfuir ou en les expulsant, contribuant par là même à modifier profondément l'équilibre ethnique de la municipalité. La campagne de propagande a contribué à radicaliser les différents groupes ethniques de la population de Prijedor et à faire régner la peur. Durant l'été de 1992, le Dr Stakic a fait plusieurs apparitions dans les médias, distillant la méfiance entre les divers groupes ethniques. Les médias sont devenus un outil de propagande pour les autorités serbes. Dans un discours publié dans Kozarski Vjesnik, l'organe de presse par la voix duquel s'exprimaient les autorités serbes à l'époque, le Dr Stakic a déclaré, je cite, « Nous sommes désormais parvenus à une étape où les Serbes décident seuls des frontières de leur nouvel État. » Fin de citation. Le fait que l'édition du journal officiel de la municipalité de Prijedor, datée du 20 mai 1992, s'intitulait « Année numéro 1 », en est un autre exemple. Apparemment, pour les nouvelles autorités autoproclamées, une nouvelle ère serbe s'est élevée sur la municipalité de Prijedor.